Bonjour à tous, bienvenue sur XG Foot. J'espère que vous allez tous très bien, que la rentrée se passe bien pour vous. Et qui dit rentrée dit trêve internationale. Et donc on va pouvoir parler un peu de l'équipe de France de Didier Deschamps. Et on va revenir sur les choix de Didier Deschamps, donc savoir si les joueurs sélectionnés par Didier sont vraiment les meilleurs du vivier français ou non. Et puis on va aussi un peu parler tactique et voir dans l'animation ce qui peut poser problème. Notamment, on l'a vu hier avec le match contre l'Ukraine où on a vraiment vu deux mi-temps. Une première mi-temps qui a été très aboutie et ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu une équipe de France jouer à ce niveau. Et une seconde mi-temps où ça a été très compliqué, où à un moment donné l'Ukraine a quand même bien dominé. Il y a eu un poteau et des actions assez chaudes. Et moi, je pense qu'il n'y a pas que le côté physique, il y a peut-être un aspect tactique. Et on va en parler dans la vidéo. Donc ce qu'on va faire, ça va être très très simple. On va essayer de prendre les groupes sélectionnés par Deschamps, les deux derniers groupes, et on va regarder s'il y a des joueurs qui posent vraiment question, et on va voir quels sont vraiment les joueurs que pourrait prendre Didier Deschamps. Toujours pareil, des datas, des analyses que l'on a depuis la plateforme Wayscout. Et avant de commencer, n'oubliez pas de partager, de liker la vidéo si le contenu vous plaît, ça fait toujours plaisir. Et donc on est parti avec l'analyse des choix de Deschamps. Donc concernant les choix de Deschamps, on va commencer d'abord juste par revoir les listes des joueurs sélectionnés. Ça correspond aux deux derniers rassemblements. Au niveau des gardiens, il n'y a pas de grosse surprise. On se posera juste la question par rapport à Brice Samba. Est-ce qu'un Alphonse Areola aurait plus sa place? Bon, après, c'est pas un poste déterminant. Il sert juste de sac de frappe, entre guillemets, le troisième gardien, aux entraînements. A priori, il ne devrait pas jouer dans les compétitions ou autres. Et au niveau des défenseurs, on va mettre le focus sur l'arrière gauche. On va se poser la question de Lucas Digne, de Théo Hernandez et des autres qui peuvent postuler. Les arrières droits, personnellement, je pense que honnêtement, il n'y a pas de discussion. Konaté et Gusto, pour moi, seront les arrières droits. Ils doivent être les arrières droits de l'équipe de France. Ouais, je pense que Kaloulou part avec beaucoup de longueur de retard. Pavard, il joue plus à droite. Alors, à voir si Pavard à Marseille est amené à jouer arrière droit. Auquel cas, je pense qu'il reviendra peut-être dans la discussion à la place de Gusto. Mais en tout cas, ces dernières années, à l'Inter, il jouait dans une défense à 3 et je pense qu'il rentre pas là dans une défense à 4 dans l'axe. C'est pas, pour moi, Pavard n'a pas le niveau dans une défense à 2 dans l'axe. En tout cas, c'est pas son poste préférentiel et latéral droit. Bon, c'est pas son truc non plus. Après, il y aura le gros chantier dans l'axe aussi. Alors, gros chantier entre guillemets, parce que Konaté, Saliba ou Upamecano, pour moi, il n'y a aucune discussion. Et la discussion va se poser sur le quatrième central qui doit les accompagner. Et donc, on verra, on discutera de ça, notamment de Lucas Hernandez, entre autres. Et au milieu de terrain, là oui, c'est le gros chantier, à savoir qui va accompagner Tchouaméni au milieu de terrain. Je pense que Kamavinga y sera aussi. À coup sûr, c'est en tout cas statistiquement les deux milieux de terrain les plus performants. Maintenant, Kamavinga se posera la question de son état physique. Et en attaque, on va mettre vraiment le focus sur Kolo Muani, Thuram et Hugo Ekitike, à savoir si, bon, on l'a vu, il l'a sélectionné pour le dernier rassemblement là, sur le match de l'Ukraine. D'ailleurs, il est rentré en jeu, mais à savoir s'il ne doit pas vraiment prendre leur place complètement. Là, on va revenir très rapidement sur les différentes compos des derniers matchs de l'équipe de France. Donc là, on voit contre l'Allemagne le 4-2-3-1 qui ressort avec le Tchouaméni en 6, un Cherki dans l'axe. Globalement, on va voir dans les autres compos, c'est tout le temps ça qui revient. C'est le 4-2-3-1. Là, on voit aussi contre la Croatie un 4-2-3-1 avec une équipe qui se rapproche probablement de l'équipe la plus complète. Là, on a pareil un 4-2-3-1 face à l'Espagne. Par contre, là, c'était une équipe qui a été remaniée et je pense que des joueurs comme Clément Langlais et Pierre Kaloulou n'ont pas marqué beaucoup de points sur ces matchs-là. Et là, contre l'Ukraine, donc le match qui a eu lieu hier, avec honnêtement une excellente première mi-temps. Une première mi-temps, honnêtement, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu l'équipe de France jouer à ce niveau, même si ça reste que l'Ukraine. Une deuxième mi-temps plus compliquée et je pense sincèrement que c'est pas dû à la fatigue. Et quand on fera les attaquants et quand je vous présenterai ma compo, je vous expliquerai selon moi ce qui s'est passé en deuxième mi-temps.
Et c'est pour moi assez clair. Voilà. Sinon, la défense, on est sur quelque chose, peut-être Théo Hernandez à la place de Lucas Digne, mais ce qui va ressembler probablement au 11 de départ de la Coupe du Monde. Donc on va faire un petit focus très rapidement sur Brice Samba et Alphonse Areola. Et honnêtement, on va y aller très très vite parce qu'il n'y a pas photo entre les deux gardiens. Brice Samba est comme bien meilleur que Alphonse Areola. Il y a plus de clean sheet, plus de buts évités, un pourcentage d'arrêt supérieur. Bon, il y a juste dans le jeu au pied où Alphonse Areola est meilleur. Mais sinon, pour un troisième gardien, Brice Samba fera largement l'affaire. Et il méritera d'être sélectionné. Voilà, on voit au niveau des points forts et des axes d'amélioration le travail qu'a en plus à faire, on va dire, à Areola pour être au niveau de Brice Samba. Bon, donc honnêtement, c'est très rapide je reviens très rapidement, mais on va passer directement aux latéraux. Donc au niveau des latéraux, on va regarder les stats de Théo Hernandez, de Lucas Digne, Ferland Mendy, Truffert et Quentin Merlin. Pour moi, Théo Hernandez part avec une longueur d'avance, mais va se poser la question du championnat saoudien, même si Deschamps a l'habitude, enfin, il a déjà pris N'Golo Kanté à plusieurs reprises, donc je pense pas que ça va lui poser de problème. Et après, il y aura un petit duel intéressant, je pense, entre Truffert et Lucas Digne, avec un Truffert qui vient de signer à Bournemouth, et s'il fait une très bonne saison en Angleterre, je pense qu'il pourrait être dans la discussion. Merlin et Ferland Mendy, a priori, partent avec un peu plus de retard. Notamment Mendy, je pense qu'il est derrière Cabreras, là, le nouvel arrière-gauche du Real Madrid, et même derrière Franny Garcia. Donc, c'est même pas dit qu'il ait du temps de jeu au Real Madrid. Je l'ai mis, on va dire, par respect, parce qu'il joue au Real, mais honnêtement, il est très très loin derrière. Donc là, j'ai utilisé des images qu'on retrouve chez Datascout, qui utilisent aussi les données Wisecout, hein. Et donc entre Ferland Mendy et Lucas Digne, bon bah il y a clairement pas photo. En finition, on a un Ferland Mendy qui est légèrement meilleur avec 29. Duel aérien, Lucas Digne à 71 est bien meilleur. Défensivement, il n'y a pas photo entre les deux. Techniquement, ils sont quasiment pareils, 35-31. Dans la créativité, Lucas Digne est meilleur. Dans la condition physique, dans la concentration, pardon. En concentration, il est un peu moins bon que Ferland Mendy, Lucas Digne, mais dans tout ce qui est endurance, explosivité et intensité, on a un Lucas Digne qui est bien devant, bien devant Ferland Mendy, et ça assez nettement, hein. Ensuite, on a un Adrien Truffert et un Lucas Digne. Et là, on voit que Truffert, il a quand même des stats physiquement, en endurance, explosivité, intensité, qui sont remarquables. Dans la concentration, il est légèrement meilleur. Techniquement, il est meilleur aussi. Duel aérien, par contre, il est bien moins bon. Défensivement aussi moins bon. Et en finition, il est meilleur. Ensuite, on va comparer Truffert et Quentin Merlin. Globalement, on a quand même un Truffert aussi qui est supérieur, peut-être un peu moins technique et un peu moins créatif que Quentin Merlin. Mais dans le reste, il est bien au-dessus dans l'ensemble. Et enfin, on va comparer Truffert et Théo Hernandez. Et là, Théo Hernandez, il y a quand même des stats assez impressionnantes, même si défensivement, on voit vraiment que c'est un latéral offensif, et en endurance aussi. Ça va être quand même une interrogation, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à son niveau physique. Il faudra regarder ça de près, je pense. Et donc, si on fait un classement global des latéraux, on a un Théo Hernandez qui est bien devant, avec une note globale de 94,3 et un Truffert qui suit juste derrière. Moi, la question vraiment va se poser entre Adrien Truffert et Lucas Digne. Bon, je pense que Deschamps va prendre Lucas Digne pour son expérience. Maintenant, si Truffert fait une grosse saison à Bournemouth, c'est quand même une équipe solide de Première Ligue. S'il fait une grosse saison, la question pourra peut-être se poser. Parce qu'il y a quand même des stats avancées qui sont très très intéressantes. Et je pense que c'est peut-être le futur arrière-gauche de l'équipe de France. Après, Quentin Merlin, pour moi, part un peu derrière. Le fait qu'il joue à Rennes, manque d'expérience, donc ça va jouer. Et Ferland Mendy, pour moi, il n'est même plus dans la discussion, vraiment plus. Donc voilà, un petit rappel entre les points forts de Truffert et de Lucas Digne. Bon, il y a quand même pas mal de similitudes, mais ça va être intéressant. Les deux jouent en PL et on verra durant la saison ce que ça va donner. Les défenseurs centraux. Alors, les défenseurs centraux, pour moi, il y en a trois qui sont indiscutables. Upamecano, Konaté et William Saliba.
La question qui va se poser, c'est qui pour accompagner les trois. Je pense que il faudra prendre un gaucher, ce qui va quand même éliminer beaucoup de joueurs dans la liste. Comme je le disais tout à l'heure, Pavard, pour moi, dans une défense à 2, une défense à 4, on va dire, mais 2 dans l'axe, Pavard, pour moi, c'est pas là où il est le meilleur. Il est vraiment bon dans une défense à 3 comme il joue à l'Inter. Maintenant, est-ce qu'à Marseille, il va jouer arrière droit? C'est possible. Donc dans ce cas-là, on le sortirait de cette liste-là et je pense qu'il rentrera dans la discussion avec Gusto. Mais pour l'instant, je ne pense pas. Clément Lenglet, avec le match qu'il a fait contre l'Espagne, je pense qu'il le reprendra plus. Et puis après Loïc Badet, Wesley Fofana, Lenny Yoro, Dizazi, je pense pas. En tout cas, statistiquement, ils sont bien trop en retard par rapport à Lucas Hernandez, qui est le joueur qui est sélectionné pour l'instant. Le seul qui s'en approche, et très nettement, c'est Castello Lucuba. Et du coup, on va vraiment comparer, je vais vous montrer les notes de Lucuba. Pour les autres, ils sont vraiment en retard par rapport à Lucas Hernandez et Lucuba, il n'y a même pas de discussion. Ils sont vraiment à un niveau bien inférieur. Et donc, ça sert à rien de regarder les stats, ils sont très très en retard. Donc voilà, on va vraiment comparer Luqueba et Lucas Hernandez. Et quand on regarde les stats de Luqueba et de Lucas Hernandez, eh ben on s'aperçoit qu'il y a des trucs intéressants à voir. Au niveau des duels aériens, par exemple, on voit un Lucas Hernandez qui dispute quand même beaucoup plus de duels aériens. Défensivement, un Luqueba qui est légèrement meilleur. Techniquement, un Luqueba qui est meilleur. Dans la créativité aussi. Dans la concentration, de très bonnes notes. L'endurance, ils sont moyens tous les deux. Quasiment la même note. Dans l'explosivité, on a un Lucas Hernandez qui est plus explosif, et dans l'intensité aussi. Donc on va regarder ça avec le graphique qui va venir juste après. Et c'est pour ça que je vous ai dit, franchement, il y aura une discussion à avoir concernant Luqueba. Il faudra vraiment voir sa saison à Leipzig. Alors il sort d'une saison très très compliquée avec Leipzig. Pourtant, il a quand même des datas intéressantes. Là, on a un Lucas Hernandez qui joue au PSG, donc entre guillemets, c'est un poil plus facile. Donc pour moi, Luqueba, c'est le seul joueur dans la liste que je vous ai donnée qui rentre dans la discussion. Les autres sont vraiment en retard, mais vraiment, je vous les ai pas mis, mais ils sont vraiment en retard par rapport à Luqueba et Hernandez, pas comparable. Maintenant, ce qui, je pense, va faire pencher la balance pour Lucas Hernandez, ça va être son expérience et son côté polyvalent. Il a la possibilité de jouer arrière gauche, mais il y a sa fragilité physique. Et il me semble, je sais plus si c'est à la dernière compète, au dernier Euro ou à la dernière Coupe du Monde. Bon, en tout cas, j'ai un souvenir d'un Lucas Hernandez qui se blesse assez tôt, de mémoire, je sais plus. Mais en tout cas, j'ai une image d'Hernandez qui se blesse dans un match officiel de l'équipe de France côté, je m'en rappelle, se blesse, plus dire contre qui. Donc la question va vraiment se poser sur la condition physique de Lucas Hernandez et aussi le fait que au PSG, a priori, il va pas jouer beaucoup. Je pense que là, il y aura Zabarni, Marquinhos, Pacho. Je pense que ça va être le 4e choix. Il y a il y a Beraldo aussi. Donc à voir s'il ne le fait pas jouer plutôt latéral en doublure de Nuno Mendes. Donc beaucoup de questions concernant Lucas Hernandez. Voilà. Moi en tout cas, prendre Luqueba, pour moi, on perdrait pas de temps au change, clairement. Par exemple, sur les duels défensifs, on voit que Lucas Hernandez va en disputer plus, mais le pourcentage de duels gagnés défensifs, Luqueba est beaucoup plus efficace. Il intervient moins, mais quand il intervient, c'est propre. Dans les duels aériens, il intervient un peu plus, par contre, il en perd un peu plus. Voilà. Donc, vraiment son axe d'amélioration, je pense, en tant que défenseur central, ça va être aussi de soigner son duel aérien. Mais en tout cas, il y va, entre guillemets. Voilà. Après, dans le jeu au pied, la précision de passe, Lucas Hernandez est un peu plus précis. Mais dans les courses progressives, Luqueba va peut-être casser des lignes un peu plus que Lucas Hernandez. Donc honnêtement, c'est deux défenseurs qui se valent. Mais voilà, la question c'est la polyvalence. Luqueba à gauche, c'est pas possible. Moi, je pense qu'on s'en fout de la polyvalence parce qu'au milieu de terrain, tu peux avoir un joueur comme Camavinga qui peut jouer arrière gauche. Il l'a fait c'est super bien avec le Real Madrid, il l'a fait plusieurs fois. Et voilà, donc moi, personnellement, je partirais plutôt sur Luqueba plutôt que Lucas Hernandez parce que pas fiable physiquement. Voilà, et quand on regarde les stats directes, voilà, je vous les montre, mais bon. Donc, on va passer au milieu de terrain. Et donc là, au milieu de terrain, pareil, on a Tchouaméni pour moi qui y sera à coup sûr. Pour moi, c'est le taulier au milieu de terrain.
Statistiquement, je voulais mis Camavinga à gauche parce que statistiquement, il est aussi très fort et que vous verrez, il est juste derrière Tchouaméni et que donc statistiquement, automatiquement, normalement, il devrait y être. Et je pense que le fait qu'il joue au Real Madrid, ça lui donne la carte d'entrée, on va dire, pour Didier Deschamps. Maintenant, il va falloir qu'il fasse très attention parce que la question va se poser aussi par rapport à... Si je pose la question par rapport à Lucas Hernandez, la question se pose aussi pour Camavinga. D'ailleurs, j'ai oublié le A de son nom. C'est que physiquement, c'est un joueur qui se blesse énormément et pas dit qu'il gagne sa place de titulaire au Real Madrid. Moi, je le vois pas jouer beaucoup cette année. Il y aura Valverde, Tchouaméni, Arda Güler qui a l'air de bien s'installer, un Bellingham. Il y a l'Argentin là aussi qu'ils ont recruté. Donc, à voir. Et là, c'est la liste des milieux. Donc, on va comparer vraiment les stats de tous ces milieux et on va voir qu'est-ce qu'il en est réellement de ces joueurs et qui doit vraiment être sélectionné réellement. Le classement défensif. On a donc un Aurélien Tchouaméni qui a une note de 91. C'est vraiment la sentinelle de haut niveau par excellence. Très fort dans les duels, dans les interceptions, très serein aussi défensivement. On a vu qu'il peut même jouer défenseur central. Il est vraiment en avance. Derrière, c'est Bouba Kamara, Aston Villa, qui sort de plusieurs grosses saisons avec Aston Villa et qui a un score défensif très 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 impressionnant et surtout dans ses stats c'est le volume défensif qui ressortait le plus et avec une capacité de couverture assez importante. Camavinga défensivement, alors certainement influencé aussi par le fait qu'il joue parfois arrière gauche, mais il a une bonne capacité de pressing, il récupère quand même beaucoup de balles, pardon, mais il est un peu moins dominant dans le jeu aérien. Et on a Manu Koné qui suit, qui a un bon volume défensif et qui est très costaud dans les duels. Et on l'a vu hier contre l'Ukraine, il fait vraiment une grosse partition. Et bon, même si c'est pour moi pas forcément sa qualité première, mais voilà, dans le classement des joueurs défensifs, on a ça. Et puis derrière suivent Zaïre Emery, Rabiot, Thuram, Guendouzi, Tolisso, qui eux sont pas vraiment des 6 purs à vocation défensive et ça se ressent directement sur leurs notes. Donc voilà, hein, sur les scores défensifs, les joueurs qui ressortent, c'est vraiment Tchouaméni, Camara et Koné avec un peu plus en retrait, mais qui ressortent. Au niveau du classement lié à la passe, là on a un Zaïre Emery qui se retrouve devant avec un gros volume de passes. Alors forcément il joue au PSG, donc ça va avoir un impact, et une qualité de passe progressive et dans le dernier tiers beaucoup plus précis. On a un Aurélien Tchouaméni, malgré tout, deuxième. On n'y aurait pas pensé au début. Moi, je ne pensais pas que je le retrouverais aussi haut. On a un Matteo Guendouzi, troisième, très créatif, beaucoup de passes progressives et de passes vers l'avant. Camavinga qui est juste derrière, qui est excellent dans le volume, précision et qui a une bonne capacité de projection. Tolisso, cinquième, avec une bonne note, 84, qui vraiment fait une grosse saison à Lyon, patron au milieu de terrain. Alors cette année, il y a Taylor Morton, mais moi je vais vous expliquer après, derrière, moi personnellement je le prends Tolisso, mais je vais vous expliquer pourquoi. Dans une animation, je le prendrai. Kefren Thuram, un peu plus en retrait, bonne variété, mais moins bon dans le dernier tiers. Et dans le jeu de passe, Rabiot, Camara et Manu Koné sont un peu plus en retrait. C'est efficace, ça joue simple, mais voilà, c'est, on va dire, entre guillemets, un peu plus stéréotypé. Bouba Kamara, on sait que c'est pas ça qu'on lui demande, en tout cas quand il joue. Et voilà. Au niveau du classement lié aux stats, lié à l'attaque, là on a Corentin Tolisso qui est premier, qui a un très très gros volume offensif, avec pas mal de buts, pas mal de XG, pas mal de tirs, il élimine pas mal. Alors à Lyon, il joue pas dans le double pivot bas, il joue un peu plus haut que dans le double pivot. Et c'est pour ça que je pense qu'il est en avance sur les autres. Adrien Rabiot, de la même manière à Marseille, il joue pas dans le double pivot, il joue un peu plus haut, quasiment au même poste que Tolisso en réalité. Donc il y avait pas mal de grosses projections, etc. Et Rabiot à la Juve aussi, il jouait pas dans un double pivot. Et pour moi, ça va être problématique ce double pivot. Je sais pas comment Deschamps va faire son choix, mais pour moi, Adrien Rabiot, il peut pas jouer dans ce double pivot. On perd beaucoup de son efficacité. Ou alors, il faudra l'animer d'une manière très spécifique, ce que je ferai moi personnellement. Auquel cas, dans ce cas-là, Rabiot peut complètement rentrer, ou un Tolisso peut rentrer dans cette animation-là. Mais ça va demander une spécificité, et je vous l'expliquerai juste après. On a un Kefren Thuram à la Juve,
qui percute beaucoup, qui fait pas mal de courses progressives, un gros apport balle au pied. Ça peut être très intéressant comme deuxième joueur à côté de Tchouaméni, Warren Zahir Emery. Alors, Zahir Emery, la problématique, c'est qu'il joue pas ou peu au PSG. Alors, cette année, il aura peut-être un peu plus de temps de jeu parce que Enrique va faire tourner. Mais globalement, les 6 derniers mois, moi, je trouve que Zahir Emery, il stagne. Il a du mal à passer un cap. Il était monté très haut, très vite. Et là, on a l'impression qu'il touche un plafond de verre. Et moi, je sais pas si le fait de quitter le PSG, ça pourrait peut-être. Moi, je le verrais bien quitter le PSG, pour sa progression en tout cas. Mais parce que pour moi, il peut pas jouer à la place de Johan Vitinha. Techniquement, pour moi, il est vraiment un cap en dessous de ces joueurs-là. Donc, offensivement, on a un Kamavinga qui est 5e, donc qui a un volume de dribble correct, qui apporte surtout par la course Kamavinga. Tchouaméni, qui, lui, il a un rôle vraiment défensif, mais après, il a une bonne qualité de frappe lointaine. C'est ce qui ressort de ses stats. Et un Manu Koné, bonne percussion balle au pied, mais peu de buts. Matteo Guendouzi, qui fait quelques projections et des passes décisives, mais peu de stats offensives. Moi, Guendouzi, c'est le joueur par excellence dont je ne comprends absolument pas la sélection en équipe de France. Pour moi, vous le voyez, on le verra après, mais moi, je ne comprends pas pourquoi ce joueur est sélectionné en équipe de France. Dans un double pivot, il n'est pas flamboyant, et quand il joue plus haut, là, il l'a appelé, je crois, pour remplacer Cherki. Enfin bref. Voilà. Et Camara, offensivement, c'est pas son rôle. Il n'y a pas de surprise par rapport à son classement. Sur un classement global, on a Tchouaméni qui domine. Moi, comme je vous l'ai dit, c'est Tchouaméni qui sera 6 à côté. Rabiot dans le double pivot, qui finit 2e. Mais pour moi, c'est conditionné à une animation très très spécifique. Parce que pour moi, s'il y a Tchouaméni et Rabiot en double pivot, il va y avoir un gros problème de qualité à la relance. Je préfère voir un Manu Koné à sa place, même s'il est plus bas dans le classement, mais qui va être plus à même de relancer, on va dire, entre guillemets, si on part sur un 4-2-3-1 classique, sans dépassement de fonction, mais je vais vous l'expliquer après. Kamavinga, qui statistiquement, comme je vous l'ai dit, il est très haut et il va être sélectionné, moi je pense, par sa polyvalence. Il peut jouer 6 à la place de Tchouaméni, il peut jouer dans le double pivot, il peut jouer arrière gauche. C'est le milieu, je pense, avec Tchouaméni, le plus court. Kefren Turam, qui est 4e, vraiment dans un rôle de box-to-box, avec un gros volume de course. Il y a Warren Zahir Emery, Corentin Tolisso, qui finit 6e. Alors, c'est toujours pareil, il n'est pas dans un rôle dans le 2 à Lyon, mais on va voir. Guendouzi, pour moi, ne sera pas là. Camara, si on le prend vraiment dans le rôle de remplaçant pur de Tchouaméni défensif, on le prend. Sinon, il est trop limité au milieu de terrain. Trop spécifique. Pas limité, mais trop spécifique, axé trop défense. Et je pense que les choix que va faire Deschamps doivent être les plus complets possibles. Et c'est pour ça qu'un Rabiot, je pense qu'il le prend, c'est qu'il excelle pas, mais il est bon partout. Mais voilà. Donc, si moi, je devais en choisir 4, en admettant qu'ils sont tous à 100% physiquement, on est d'accord, je prendrais Tchouaméni, Manu Koné, Kamavinga et Tolisso. Mais j'en rajouterai un autre, parce qu'après vous verrez. Je rajouterai Kefren Turam. Moi, Rabiot, ça m'a jamais enchanté comme joueur. Je le prendrai pas, personnellement. Donc moi, je prendrais Tchouaméni, Kamavinga, Thuram, Tolisso et Manu Koné. J'en prendrai 5. Et j'expliquerai pourquoi après. Donc voilà, sur l'activité des milieux de terrain. Vous me dites si vous êtes d'accord ou pas, ou si ça vous semble complètement farfelu. Voilà. Donc dans le rôle de sentinelle, on a vraiment Tchouaméni, Camara qui sont vraiment les meilleurs. Kamavinga qui peut le faire, Koné aussi. Moi c'est pour ça que je le prendrai dans une doublure de Tchouaméni, Koné. En relayeur, on a plutôt un Rabiot, Thuram, Zahir Emery, Guendouzi, Kamavinga, Koné. Et relayeur un peu plus haut, plus technique, plus créatif, un Guendouzi, Tolisso. Mais un apport défensif beaucoup moins important. Et encore une fois, Tolisso, son apport défensif, c'est vraiment dû à sa position sur le terrain. Et on va passer aux attaquants. Donc du coup, Thuram, Kolo Muani et Hugo Ekitike. Classement défensif, Marcus Thuram, Hugo Ekitike. Bon volume défensif, pressing, duel. Et par contre, un Kolo Muani qui est un peu en retrait, qui est beaucoup moins fiable défensivement. Alors Marcus Thuram, en équipe de France, il est relativement utilisé plutôt ailier. Mais bon, moi, Barcola, pour moi, il est indiscutable. Et
Et puis j'ai d'autres ailiers en tête, les Cherki, Akliouche et Désiré Doué au pire, pour moi, ou même Dembélé. Et de toute façon, on va revenir. Je pense qu'il y a un gros problème offensivement. Il va y avoir un problème et je vais vous l'expliquer, ça va être lequel. Ensuite, dans la créativité, dans la passe, on a Hugo Ekitike qui performe quand même nettement mieux que les deux autres. 8 passes décisives, vraiment un profil de faux neuf. Marcus Thuram, il est un peu en retrait. Bonne note quand même, 80, mais Hugo Ekitike il est quand même à 86 sur 100. Et c'est le joueur le plus complet, là on le voit, hein, que ce soit défensivement ou à la passe, dans la créativité, il est meilleur. Et il est meilleur aussi offensivement, et assez nettement. C'est vraiment un pur buteur avec un gros volume de tir, des bons XG. Kolo Muani n'a plus rien à faire en équipe de France. Honnêtement, il n'a vraiment plus rien à faire. Voilà, là on parle des remplaçants, on parle même pas de titulaire, hein, là on parle de remplaçants. Il est quatrième, c'est-à-dire qu'il y a Mbappé, Dembélé, Hugo Ekitike, Marcus Thuram, et après si vous voulez Kolo Muani dans l'axe. Il est pour moi trop en retrait, et je sais pas pourquoi il est sélectionné, aucune idée. Donc voilà, bon, moi honnêtement, je prendrais Hugo Ekitike en remplaçant de Mbappé. Si on ferait un poste pour poste, c'est Mbappé ou Dembélé dans l'axe et Hugo Ekitike qui est leur remplaçant dans l'axe. Voilà. Donc pour les joueurs globalement, et là je vous donne moi ma compo à moi et je vais vous l'expliquer et je vais expliquer pourquoi je fais ça. Alors en défense, Koundé ou Pamecano, Saliba, Maignan. La première surprise, ça va être Kamavinga. Et je vais vous l'expliquer après parce qu'il va avoir un rôle très particulier. Et Tolisso, Tchouamini, Désiré Doué, Barcola, Olise et Mbappé. Alors Mbappé, j'ai beaucoup hésité avec Dembélé. Mais ce que montre Mbappé depuis le début de saison avec le Real Madrid et ce qu'il a montré hier avec l'équipe de France face à l'Ukraine me fait dire que peut-être, on est sur une année où Mbappé va quand même faire un minimum d'efforts défensifs. Et que c'est le capitaine de l'équipe de France et que donc du coup on est obligé de le mettre. Et que si je dois en sortir un, bah du coup ça serait Dembélé. Maintenant, s'il n'était pas capitaine et qu'il s'appelait pas Mbappé, même avec les mêmes stats, etc., je mettrais Dembélé et je vous l'expliquerai dans mon animation pourquoi Dembélé pour moi est plus intéressant de le mettre en neuf. Après, Mbappé, il est quand même, franchement, il est clinique et tu sais qu'il va marquer tes buts. Donc, je le mets quand même en essayant de compenser ça et je vais vous expliquer comment j'animerai en fait l'équipe. Voilà. En fait, moi, Tolisso, je vais l'utiliser dans son même rôle, un peu qu'un Fabian Ruiz, et dans le même rôle que Tolisso à Lyon. En fait, moi, je passerai en phase de balle, en phase de possession, avec un Barcola qui colle la ligne, ce qu'il a très bien fait hier face à l'Ukraine. Et en fait, je ne sais pas si vous avez bien regardé les matchs de l'équipe de France, et si vous regardez les matchs du Bayern, Olise, sur le papier, on le note souvent à droite, mais il rentre énormément dans l'axe. C'est un faux 10 ailier, en fait. C'est vraiment un ailier intérieur, un meneur de jeu excentré. Et c'est intéressant parce qu'on a beaucoup de joueurs de ce profil, mine de rien, Akliouche et Cherki et Désiré Doué. Maintenant, pourquoi je prends Kamavinga? Moi, mon idée, c'est de rajouter de la densité au milieu de terrain quand on a le ballon. Moi, je trouve qu'on manque de créativité, on manque de densité. Deuxième problématique qui se pose, c'est les deux neufs qu'on a en titulaire. Que ça soit Mbappé ou Dembélé, ce sont des neufs qui ne restent pas nécessairement dans l'axe et qui dézonent énormément. Mbappé soit à gauche ou à droite. On l'a vu hier contre l'Ukraine, souvent à droite ou souvent à gauche. Et on a un Dembélé qui, lui, dézone beaucoup à droite. Ce qui fait qu'on se retrouve souvent avec une surface de réparation vide d'attaquant. Et c'est là où Tolisso, pour moi, peut être très très important. C'est que moi, Tolisso, en phase offensive, je l'utilise pour une projection, en fait. Et on a vu à Lyon l'année dernière, et il joue que à Lyon, une capacité à marquer, à mettre une présence physique aérienne sur une qualité de centre qui peut être très très importante. Le Barcola qui va vraiment longer la ligne, donc du coup en fait l'intérieur gauche un peu à la Fabian Ruiz, ça serait Tolisso qui l'occuperait. Un Olise qu'on sait qui ne longe pas forcément tout le temps la ligne, et là je demanderais à Koundé de monter et de jouer l'ailier, un peu à la Hakimi, de vraiment rentrer à l'intérieur. Et moi, les deux rôles clés, ça va être Désiré Doué, à qui, en fait, sur le papier, je le mets haut, mais quand on a la balle, je le mettrai plus bas, pour vraiment être le créateur, prendre le rôle un peu de Vitinha du PSG, ou d'un Pedri, c'est-à-dire vraiment redescendre
et organiser le jeu avec Camavinga qui est très à l'aise avec son... Camavinga, en fait, le problème de l'arrière-gauche, pour moi, si c'était Hernandez et qu'il y a Barcola devant, c'est deux profils très similaires qui qui vont longer la ligne plutôt. Et entre guillemets, ça fait deux Barcola ou Théo Hernandez, deux profils qui vont se superposer et je pense que ça va être pénalisant. Alors que là, on a un Camavinga qui va rentrer dans l'axe, qui va densifier le milieu de terrain et on se retrouve avec un peu un carré magique au milieu là, avec Camavinga, Désiré Doué, Michael Olise, Tolisso et Koundé. Barcola sur les côtés, en sachant qu'on a un Mbappé qui dézone énormément, soit à droite, soit à gauche, avec un Tolisso qui peut se projeter, un Tchouaméni qui peut se greffer au milieu de terrain, ou en tout cas qui va venir fermer boutique avec Upamecano et Saliba, et c'est un peu le rôle qu'a Tchouaméni maintenant au Real Madrid, on le voit. Moi, voilà, c'est ce que je ferai en animation offensive, et en animation défensive, par contre, là on repartirait sur Tolisso qui redescend, qui va venir aider Camavinga sur le côté avec Barcola, Tchouaméni dans l'axe, Désiré Doué plutôt côté droit, et on ne se rend pas compte de l'impact de Désiré Doué défensivement, et là je vais en revenir par rapport au match d'hier face à l'Ukraine. Il sort en deuxième mi-temps, et on prend l'eau. Et en fait, Dembélé, sur le côté, ne joue plus sur le côté. Pour moi, Dembélé n'est plus capable de jouer ailier. Il a pris goût et il a pris ses repères en tant que neuf. Donc pour moi, c'est soit Dembélé, soit Mbappé. C'est soit l'un, soit l'autre. Et je pense que ça va être la grosse problématique de l'équipe de France. C'est que même si vous vous amusez à regarder les derniers matchs de l'équipe de France où il y a Mbappé et Dembélé en même temps, ils se marchent dessus les deux. Ils se marchent dessus parce qu'on a un Dembélé maintenant qui veut rentrer un peu plus dans l'axe, mais en partant de côté. Et c'est vraiment pas coordonné avec un Mbappé. Pour moi, c'est vraiment l'un ou l'autre. Je vous invite vraiment à revoir les matchs ou même les résumés de matchs. Parfois, sur les résumés de matchs, ça se voit très très bien. Il y a une grosse problématique par rapport à ça. Michael Olise est trop important dans la créativité. Il a vraiment, pour moi, gagné sa place de titulaire. Et Désiré Doué, c'est un milieu de terrain offensif qui a un travail défensif exceptionnel. On l'avait vu dans les précédentes vidéos. Il défend énormément. Et dans l'équilibre de l'équipe, il est essentiel. Et honnêtement, moi, je ne pense pas qu'hier, face à l'Ukraine, ça soit un problème physique. C'est vraiment, je pense que l'équilibre de l'équipe, ça joue à pas grand-chose. Et quand il y a un Doué en moins qui défend, c'est pas la même chose qu'un Dembélé sur un côté ou un Mbappé. Donc voilà, moi je partirai sur ça. Et dites-moi en commentaire, et puis si vous êtes d'accord, si ça vous choque ou pas. Je partirai sur ça 9 fois sur 10 dans les équipes que je sais que je vais dominer ou que je dois dominer normalement. Après, bien sûr, si je joue l'Espagne et qu'il y a Lamine Yamal, je vais peut-être pas mettre Camavinga arrière-gauche. Je vais repartir sur quelque chose de plus sûr avec Lucas Digne et Théo Hernandez ou Truffert s'il est sélectionné. Et je ne mettrai pas du tout Tolisso à ce moment-là, je mettrai un Manu Koné pour densifier un peu plus le milieu. Maintenant, l'équipe de France, allez, il y a eu 8 fois sur 10, c'est des équipes qu'elle doit dominer. Et pour les dominer, il faut apporter du surnombre dans le milieu de terrain et les étirer en même temps. Et pour pouvoir étirer les équipes et le surnombre, il faut un Barcola, un Koundé qui va monter, un Olise et un Doué au milieu de terrain qui, par leur passe, vont créer, et un Tolisso qui va pouvoir vraiment se projeter. Voilà, donc on a fait un petit tour d'horizon des joueurs de l'équipe de France, des joueurs qu'on pourrait sélectionner ou non. J'espère en tout cas que la vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à intervenir en commentaire s'il y a vraiment des choix, notamment à la fin, qui vous surprennent de ma part ou non. Et aussi vous, qui vous prendriez au milieu de terrain, en défense, en attaque. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker et à partager la vidéo. Et on se retrouve très très vite sur la chaîne. À bientôt!